Chers amis, bonjour et bienvenue à cette seconde partie, à cette deuxième partie de l'émission Meeting Point consacrée à l'expédition franco-britannique qui a effectué une exploration de la pyramide du Soleil dans la vallée de Visoko en Bosnie-Herzégovine et qui a eu la bonne idée, si je puis dire, de me demander de les coordonner au niveau du travail pour que cela soit particulièrement efficace. Nous allons donc aborder une partie assez complexe qui va nécessiter pour moi d'être plus souvent en off qu'en on, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup d'images qui seront commentées par moi mais en voix off, tant les informations sont nombreuses, volumineuses, techniques, et nécessite pour moi de les faire de cette manière, c'est-à-dire en voix off, parce que d'abord j'ai mon prompteur qui foire un petit peu, donc je vais être obligé de le changer et je ne peux pas le faire avec un prompteur, donc je vais devoir le faire de cette manière. Ça va nous permettre peut-être d'être plus concentrés sur les images de l'émission, hein, de la partie information, et nous verrons ensuite comment tout cela va se dérouler. Je reviendrai en fin d'émission pour vous saluer bien sûr et vous proposer quelques recommandations concernant la vallée de Visoko, la pyramide du Soleil, si à un moment donné cela vous tente d'aller voir de vos yeux tout ce qui se trouve là-bas. Bien sûr, je ne vous garantis pas que vous pourrez accéder à tous les, comment dirais-je, les sites et surtout toutes les fouilles dans les sites, mais je me propose de vous faire une lettre de recommandation pour ceux qui le veulent, et dans la mesure où il se constitue sous la forme de groupe, hein, si vous constituez sous la forme de groupe, je pourrais faire une lettre de recommandation auprès de Semir Osmanagic pour que Semir s'arrange pour que vous puissiez voir les choses les plus intéressantes et certaines qui seront totalement inédites pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais envoyer l'émission, vous allez avoir des informations qui sont extrêmement nombreuses. Il va y avoir toute une série j'allais dire en quelque sorte, de micro-reportages. J'interviendrai éventuellement entre chacun d'eux, c'est pas sûr, hein, tant ils s'enchaînent les uns derrière les autres. Nous verrons comment tout cela va s'articuler, si je puis dire, durant cette émission. En entendant des révélations, des choses absolument incroyables vont vous être présentées. Vous allez découvrir que non seulement la pyramide du Soleil est bien artificielle, mais que ce qui est contenu au cœur même de cette pyramide dépasse l'entendement et dépasse tout ce qui a déjà été découvert, je dirais non seulement en Bosnie-Herzégovine, en Occident, mais je pense même que ça va reculer encore l'histoire de l'humanité, puisque ce que vous allez découvrir, à plus de 24 800 ans, nous allons plonger plus de 12 800 ans derrière Göbekli Tepe, qui est à l'heure d'aujourd'hui le seuil de l'histoire. J'ai bien peur que ce seuil recule considérablement. Allez, à tout à l'heure, je vous laisse avec les informations. Il faut tout d'abord bien comprendre les conditions dans lesquelles cette expédition s'est effectuée. De la même manière que Larry Hunter, sur le plateau de Gizeh, en 1995, qui a permis de révéler l'existence effective d'une cité antédiluvienne sous le plateau de Gizeh, voir mon émission Aventure et Mystère, le secret de Gizeh, qui lui valut son interdiction de territoire en Égypte, l'équipe franco-britannique, que nous baptiserons Alpha, a effectué cette exploration sans la moindre autorisation, même morale, du gouvernement bosnien ou de Semir Osmanagic. Ils savaient que s'ils en parlaient, l'exploration serait immédiatement empêchée et que si ce n'est Semir, si ce n'est le gouvernement, ce serait sûrement l'OTAN qui ferait main basse sur les découvertes à venir. Et l'OTAN, je les connais bien,
pour les avoir affrontés avec succès en 2014. Ce qu'ils ont fait est passible de poursuite, ne serait-ce que la violation de domicile d'intérêts appartenant à l'État et non à la fondation de Sémir, qui n'a qu'une délégation de gestion tacite à ma connaissance, et, pour cette raison, aucun nom ni aucun visage ne sera révélé dans cette émission. Bien qu'il n'ait pas effectué de fouille à proprement parler, dégager un tunnel d'accès ne peut pas être considéré comme une fouille. Ils ont toutefois pénétré sans autorisation dans un lieu qui, bien qu'archéologique de principe, n'a pas encore une reconnaissance formelle, autant auprès du gouvernement que de l'UNESCO, et ceci bien qu'une grande partie de mes recherches sur les lieux ait été considérée comme cohérente et donc possiblement valide par l'institution. Un risque de poursuite judiciaire n'étant pas exclu, il est fort heureux que l'équipe ait quitté la Bosnie à présent, et je ne pense pas qu'elle y reviendra, car tout ce qui pouvait être découvert l'est à présent, et ce qui était transportable l'a été hors du pays, pour sa sauvegarde même. Comment tout cela est arrivé ? Depuis plus d'1 an, une équipe s'est constituée hors de mon champ d'action, autour de passionnés de la vallée de Visoko, français et anglais, bien décidés à percer le mystère des singularités peuplant cette vallée et qui sont l'objet de tant de controverses. L'équipe a visionné des dizaines de vidéos, lu des centaines d'articles, collecté des milliers de photos, afin de se faire une idée précise sur cette vallée. Ils sont entrés en contact avec moi il y a moins de 6 mois, début janvier 2026, et l'ont fait parce que, de tous les travaux faits par divers chercheurs scientifiques ou alternatifs, j'étais le seul qui présentait à leurs yeux une cohérence entre ce qui peut être vu et ce qui doit être, si on lit correctement ce que l'on voit. Je cite. Ils m'ont demandé si j'acceptais de leur transférer l'intégralité de mes travaux afin de pouvoir préciser leur avis sur la question. N'ayant rien à cacher, j'ai accepté et leur ai simplement demandé de citer dans leurs travaux les miens afin qu'ils soient bien perçus par le public comme étant séparés des leurs. Il y a 3 mois de cela, ils m'ont contacté pour me dire tout le bien qu'ils pensaient de mon travail et m'ont averti qu'ils partaient en reconnaissance sur la pyramide du Soleil afin de localiser précisément les fameux points de Fagioli, notamment en se basant sur les résultats de la dernière EPR, l'EPR 4, faite en juillet 2022. Il y a 2 mois, ils m'ont averti qu'ils avaient réussi à localiser un accès au cœur de la pyramide du Soleil sous la forme d'un tunnel d'accès, que ce tunnel présentait des formes similaires aux constructions découvertes par l'EPR2 en 2014 au sein du labyrinthe Ravenet, derrière la terre et le sable qui n'ont pas encore été entièrement dégagés des tunnels. Même forme et matériaux similaires, du quartz bleu et gris, surcompressé. Détail ayant son importance, la technique de construction n'est pas identique à celle du labyrinthe en tout point. Les murs sont faits de pierres assemblées, sans mortier, non équarries, de type cyclopéen, comme celles construites autrefois par les civilisations antédiluviennes. L'objectif étant de pénétrer le plus loin possible afin d'atteindre une profondeur de 60 mètres, en prenant l'apex de la pyramide comme point de départ. Objectif non avoué, essayer de voir d'où vient l'onde électromagnétique surpuissante que nous avons découvert en 2014 et qui défie les lois de la physique. En effet, elle est émise de cette profondeur et elle semble pulser de manière permanente par l'on ne sait quoi. Le tunnel d'accès est en pente descendante de 45 degrés et bâti
avec un assemblage de pierres colossales de type cyclopéen. Les pierres ne sont pas équarries, mais juxtaposées les unes à côté des autres, sans mortier, et si finement ajustées que l'on voit à peine la ligne de séparation entre chaque pierre. Le tunnel d'accès est encombré de végétation morte ou vivante, parfois de cadavres de petits animaux desséchés et partiellement momifiés. Toutefois, les formes géométriques de ces pierres excluent toute fantaisie de la nature. Premièrement, les angles des murs et des marches d'escalier sont bien à 90 degrés, angle que la nature n'a jamais pu reproduire. Deuxièmement, les mesures prises sont toutes des démultiplications ou surmultiplications du nombre 12. Troisièmement, les marches font 1,20 m de large sur 3,60 m de long. Elles sont constituées de madriers de pierre taillés d'une seule pièce. Les contre-marches font 20 cm de haut. Quatrièmement, la hauteur du plafond est de 3,60 m. Cinquièmement, de chaque côté des marches existent 2 petits canaux pour l'écoulement des eaux qui sont larges de 12 cm précisément chacun. 6. Il existe un palier toutes les 60 marches et au bout de 5 paliers, l'on arrive à la salle demi-sphérique. Certaines pierres sont en partie desserties, certaines instables, ce qui a nécessité d'étayer le tunnel à plusieurs endroits pour s'assurer qu'il n'allait pas s'écrouler derrière l'équipe lors de l'expédition. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire. C'est quand même absolument spectaculaire et presque incroyable qu'on n'ait jamais trouvé ce tunnel d'accès sur la pyramide du Soleil. Mais comme je vous l'ai dit, Albert Fagioli les avait localisés déjà grâce à son talent de radiesthésiste. Et lors de la dernière expédition, qui a été l'EPR4, nous avons, avec Lucas Dagan, fait une inspection intégrale des lieux. Et Lucas avait localisé de la même manière les lieux d'énergie. On avait des lieux d'énergie où c'était nettement énergétique par rapport à d'autres endroits. Il y avait une émission d'énergie qui partait de certains points de la pyramide, alors que le reste de la surface de la pyramide, elle, était relativement inerte. Donc, on savait qu'il y avait des tunnels d'accès, on en était même persuadé depuis longtemps, mais on n'avait aucun moyen de le vérifier. Quand l'équipe franco-britannique m'a remis les images, les photos qu'ils ont pris, les films qu'ils ont pris, et heureusement les croquis qu'ils ont faits, enfin en tout cas un des membres de l'équipe spécialisée qui est particulièrement doué, d'ailleurs vous pouvez le voir sur le rendu si je puis dire. Si on n'avait pas eu tout ça, on n'aurait jamais pu avoir une vision très claire de ce qu'étaient ces tunnels. Et surtout, on est maintenant dans une interrogation terrible. Parce que si on regarde la manière dont le labyrinthe Ravenay a été fait, construit, et de là il y a à peu près 30 000 ans, la pyramide 24 800, ça nous fait quand même 6200 ans de différence avec le labyrinthe. On se rend quand même compte qu'il y a des similarités, des éléments qui sont communs. Et surtout, les éléments communs qu'on a retrouvés dans ce tunnel, c'est sa composition. Ce n'est pas de la pierre brute, de la caillasse, comme on dirait. C'est en fait du quartz surcompressé bleu et gris, exactement comme le quartz qui existe à l'intérieur du labyrinthe de Ravenay et dans lequel ont été taillés les tunnels. Car, comme je vous l'ai mis dans la présentation qui vient de passer, le quartz a été taillé et c'est lui le tunnel d'origine. Tout ce que l'on trouve autour, tout ce côté un peu grotte, un peu trou fait dans la terre, n'est qu'une illusion.
C'est tout simplement le matériau de remblai qui a été utilisé pour boucher les labyrinthes qui n'a pas été entièrement enlevé. Mais la raison en est très simple. La structure aujourd'hui, la structure en quartz, est fragile et il n'est pas du tout sûr que ça pourrait tenir, qu'on pourrait enlever tout le matériau de remblai sans étayer à côté. Et si on étaye, on va étayer avec des poutres d'acier. On ne pourra pas faire ça avec des poutres de bois vu le poids de la colline, si je puis dire, de la pyramide. On va se retrouver dans l'impossibilité, donc, enfin, on va court-circuiter purement et simplement le fonctionnement du labyrinthe ravené. Donc Semir Osmanagic est carrément bloqué. Il ne peut pas aller beaucoup plus loin, sous peine de mettre en danger les visiteurs. Voilà. On va continuer, on va avancer, et maintenant nous allons, après avoir atteint la dernière limite de ce tunnel, visiter la salle demi-sphérique sur laquelle il débouche. Et là, accrochez-vous aussi, vous allez être plus que surpris. Au bout des 5 paliers, l'on arrive sur une grande salle demi-sphérique dont le diamètre est de 36 mètres pour une hauteur de 6. La salle demi-sphérique reçoit également 2 autres tunnels d'accès, l'un venant de l'ouest et l'autre venant du sud. Ils remontent vers le sommet de la pyramide et doivent probablement se trouver à la même hauteur que le tunnel d'accès dans la pyramide qui a été découvert et par lequel l'équipe est parvenue à cette salle demi-sphérique. Tous ces tunnels d'accès doivent déboucher à l'extérieur de la pyramide et probablement au même niveau, mais sur une face différente. L'ensemble de la salle est constitué de pierres gigantesques, non équarries, y compris en ce qui concerne le plafond. Sur celui-ci semble gravé le ciel astronomique de l'époque, sous la forme de trous de dimensions diverses, probablement pour cataloguer les objets stellaires en fonction de leur visibilité. L'un des membres de l'équipe croit reconnaître la constellation d'Orion ainsi que l'amas des Pléiades, tous deux scintillants, car les trous semblent garnis de petits morceaux de quartz qui brillent en plus par phosphorescence. Des photos ont été prises, un film a également été réalisé, l'ensemble de ces données seront étudiées de très près très prochainement. Concernant le plafond de la salle demi-sphérique, celui-ci est absolument impressionnant. J'ai pu constater sur les photographies qui ont été faites du plafond que les trous qui ont été percés dans celui-ci n'ont pas tous la même dimension, et donc on pourrait imaginer que cette dimension est relative à sa luminosité dans le ciel, à sa visibilité. Et apparemment, le plafond, sur au moins un tiers de sa demi-sphérie, représente le ciel astronomique de l'époque. Il serait intéressant de le reproduire et de le coucher à plat pour pouvoir le comparer maintenant avec le ciel céleste d'aujourd'hui et voir un petit peu qu'est-ce qui a pu bouger et ce qui nous donnerait, bien entendu, la date probable de construction de cette salle. Dans la pièce se trouvent plantés à la verticale 12 menhirs de taille variable. Le plus petit fait 1,20 m de haut par 60 cm de diamètre. Le plus grand fait 4,80 m par 2,40 m de diamètre. Ils ne sont pas constitués de pierre, mais de gigantesques quartz de transparence variable. La répartition au sol des menhirs semble représenter l'amas des Pléiades, avec une différence probable due au temps qui s'est écoulé depuis leur érection.
Au sol, le plancher est gravé de curieux traits qui relient les menhirs entre eux et qui laissent penser à la suite de Fibonacci reproduite plusieurs fois. La salle demi-sphérique, à proprement parler, contient, face aux escaliers et au fond, 6 supports de pierre sur lesquels se trouve une pierre rectangulaire inclinée vers nous d'1,20 m sur 60 cm et épaisse de 12. Chaque pierre rectangulaire est percée de trous dans lesquels sont disposés des cristaux de quartz irréguliers de différentes tailles et différentes couleurs. Certains trous n'ont pas de cristaux. Si la température est stable, 12 degrés, l'air, elle, semble dans cette salle compressé, comme pressurisé. L'équipe n'entend pas le bourdonnement existant, mais les oreilles le perçoivent cependant, car des vibrations se font au niveau du tympan. Le matériel électrique, le compas, semble être attiré vers les murs et les menhirs. La boussole s'affole. Le bourdonnement semble également roussir en surface les vêtements qui se consument très lentement. Chaque membre de l'équipe peut voir ses vêtements fumer légèrement. Rester dans la salle longtemps semble difficile et, alors que l'équipe s'apprête à sortir, l'un d'entre eux désigne l'une des pierres rectangulaires. Ces cristaux scintillent avec régularité et son scintillement est à la même cadence que la pulsion électromagnétique détectée en 2014. C'est la seule table qui semble active. Concernant les cristaux sur les tables inclinées, ils sont tous inertes, sauf ceux de la table la plus au fond de la salle. Personne n'ose les toucher ou tenter d'en enlever un pour voir ce qui arrive. Il est clair que nous avons affaire à une technologie qui semble rudimentaire, mais qui est probablement tout sauf rustique. La technologie du cristal est encore mal connue dans notre civilisation post-diluvienne. Nous avons connaissance des crânes de cristal, notamment celui du Belize, en Amérique du Sud, qui sont censés contenir une multitude d'informations et qui pourraient être activées via un éclairage particulier. Mais c'est là tout ce que nous savons sur cette technologie. C'est le seul exemple concret à ce jour. Le tableau de contrôle de la seule table en fonction semble à l'origine de l'émission électromagnétique, mais la machine elle-même est, semble-t-il, incluse dans le mur et donc invisible à leurs yeux. La seule chose qui est sûre, c'est, petit a, l'air compressé, le bourdonnement permanent mais quasi inaudible qui est perçu au travers des vibrations de leur tympan uniquement. Petit b, la présence d'un très fort champ électromagnétique qui fait crépiter les objets métalliques lorsqu'ils s'approchent les uns des autres. Petit c, le fait que leurs vêtements soient soumis à un rayonnement qui les roussit, les chauffe, mais de manière imperceptible si ce n'est la légère vapeur qu'ils émettent. Les cristaux varient en intensité selon la même fréquence que la pulsation enregistrée au sommet de la pyramide du Soleil. Mes conclusions. Depuis plus de 40 ans, je poursuis les investigations concernant les civilisations antédiluviennes. J'ai rassemblé une documentation absolument monumentale sur chacune d'elles. Et compte tenu des éléments que j'ai en ma possession, je suis absolument sûr que nous nous trouvons en face pour la première fois dans l'histoire
d'artefacts prouvant la réalité de l'existence de la civilisation d'Hyperborée. Ayant parcouru l'ensemble du Nord canadien, l'Arctique et la Sibérie septentrionale, les vestiges et traces que j'ai trouvés font état d'une migration forcée de ce peuple il y a environ 55 000 ans et qui s'est divisée en deux. Une partie est descendue vers le nord des USA, l'autre, migrant du Canada vers l'Islande, l'Irlande et l'Angleterre, et de la Sibérie septentrionale vers l'Europe centrale, où je perds leurs traces en Roumanie. Ce peuple était appelé par nos civilisations antiques le Septentrion, qui, traduit, signifie le pays des 7 bœufs, en référence à un pays agricole prospère. N'oublions pas que le Groenland a le même pédigré, car Groenland signifie terre verdoyante, et en référence à la constellation qu'il vénérait, l'amas des Pléiades, composée de 7 étoiles principales. Les Pléiades ont une riche histoire mythologique. Dans la mythologie grecque, la Grèce étant très proche d'Hyperborée selon d'antiques auteurs, elles sont censées être les 7 filles du titan Atlas et de la nymphe des mers, Pléionée. Selon le mythe, les sœurs ont été transformées en étoiles pour échapper à la poursuite du chasseur Orion, la fameuse constellation, qui continue de les chasser à travers le ciel. De retrouver cet amas au sein même de la pyramide du Soleil, mise en évidence par de petits cristaux phosphorescents lumineux dans l'obscurité, permet au moins de se rendre compte que la civilisation qui a bâti cette pyramide accordait la même importance à cet amas que les Hyperboréens. De par les écrits de plusieurs auteurs grecs, il semble que la Grèce a entretenu des relations amicales avec ce peuple à une époque où celui-ci était déjà dans un déclin avancé. Apollon, l'un des dieux grecs, serait originaire de ce peuple, ainsi que sa mère, Léto. Dans la mythologie grecque, Léto, ou Létone dans la mythologie romaine, est une des nombreuses maîtresses de Zeus. C'est une titanide, fille de Cléos et Phébé. Léto est la mère des jumeaux Artémis et Apollon, tous les deux enfants de Zeus. Le nom Léto trouve ses racines à la fois dans les langues latines et grecques, où il se traduit par caché, dissimulé. Cette signification reflète des thèmes de secret et d'obscurité, souvent associés à des figures de la mythologie et de l'histoire qui incarnent ces caractéristiques. Le peuple illyrien, présent très tôt en Bosnie, est probablement le descendant des Hyperboréens par le sang ou simplement l'héritage de leur civilisation. En effet, dans l'Antiquité, les Balkans furent habités par les Illyriens. Ils étaient les plus avancés dans leur évolution sociale et dans leur développement culturel que tous les autres peuples environnants. Les récents travaux de Semiros Managic viennent conforter l'idée que les Illyriens sont les héritiers d'Hyperborée. Les recherches montrent que le sommet de la singularité dite de l'amour représente le point de départ d'une spirale qui se développe à travers le sommet de la pyramide du Soleil, le temple de la Terre-Mère, la singularité du dragon et le sommet du tumulus de Vratnica. C'est une spirale logarithmique connue sous le nom de spirale de Fibonacci, l'un des motifs géométriques les plus célèbres de la nature. De tels motifs se retrouvent dans la disposition des galaxies, des coquillages, des plantes et autres systèmes naturels, alors qu'ils sont rarement documentés dans les paysages archéologiques. La découverte faite au cœur de la pyramide du Soleil met un terme aux détractions la concernant et prouve son artificialité.
Cette découverte remet en question la linéarité de l'histoire telle qu'elle est enseignée actuellement dans nos écoles et nos universités et ouvre la porte à l'étude de l'histoire circulaire. La technologie du cristal est une révolution qui jusqu'à présent ne pouvait se réaliser car nous n'avions aucun support, aucun modèle à étudier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'alimentation depuis au moins 24 800 ans de cette onde électromagnétique au sommet de la pyramide du Soleil confirme que cette technologie est associée à la fusion à froid, plus communément appelée énergie libre, promue depuis le début du XXe siècle par les travaux de Nikola Tesla dans ce domaine qui vont se révéler très précieux, si ce n'est essentiel, pour la compréhension du fonctionnement de celle-ci. Les artefacts trouvés sur place et emportés vont être étudiés pour tenter de percer les secrets de cette civilisation qui se trouve être non seulement l'une des plus anciennes, des plus antiques, que la plupart des civilisations africaines ou moyen-orientales et prouve que l'Occident a eu une civilisation parmi les plus anciennes au monde et probablement qu'une interconnexion se fera dans l'avenir avec la dernière des grandes civilisations antédiluviennes, Atlantis, disparue seulement 12 500 ans avant le présent. Eh bien, chers amis, nous voici arrivés au presque terme de cette seconde partie du Meeting Point. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de la rendre la plus intéressante possible et j'ai essayé de divulguer ce qui était divulgable. Alors, dans les dernières images, je parlais des artefacts qui ont été trouvés sur place dans la salle d'hémisphérique et qui ont été emportés par l'équipe franco-britannique en Angleterre. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de les voir de mes yeux vus parce que l'équipe, quand elle est passée me voir, était relativement pressée d'arriver en Angleterre. Et on peut le comprendre vu qu'ils avaient des biens très précieux. Mais on s'est donné rendez-vous en Angleterre pour que je puisse bien entendu les voir de mes yeux vus, les analyser, éventuellement venir avec 2-3 personnes sûres, spécialisées dans certains domaines comme notamment les crânes de cristal, etc., pour essayer un petit peu de mieux comprendre et d'essayer d'appréhender ces objets qui sont tout à fait particuliers et qu'on n'attendait absolument pas dans ce qui était jusqu'à il y a très peu de temps, quelques années seulement, une simple colline qui s'avère être une pyramide terraformée et construite partiellement, en tout cas déjà sur ses 4 faces, et maintenant à l'intérieur, puisqu'on sait qu'il y a 3 voire 4 tunnels qui partent apparemment du 2e niveau et qui descendent jusqu'au 2e ou du 3e niveau, il faudra encore vérifier à peu près la hauteur là, et qui descendent donc jusqu'à ces 60 mètres où se trouve la source de l'émission de l'onde électromagnétique. Alors bien entendu, le entre guillemets panneau de contrôle n'a pas été touché, ils ont bien eu trop peur de mettre la main dessus, et donc rien n'a été ni touché ni arrêté, et l'onde continue d'émettre et continuera d'émettre ad vitam aeternam à mon avis, en sachant qu'il y a une forte chance que la pyramide, jouant le rôle de condensateur et donc en quelque sorte de batterie, doit alimenter de manière régulière l'appareil qu'ils n'ont pas vu, qui apparemment était derrière un mur, enfin derrière la façade de cette salle d'hémisphérique, en face du panneau, mais c'était impossible d'y accéder. En tout cas, il était hors de question de retirer la moindre pierre, l'endroit étant non sécurisé, si je puis dire. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Effectivement, si cette technologie du cristal pouvait être décryptée, ce serait un grand pas en avant, mais je ne suis pas sûr du tout que beaucoup de gens seraient d'accord pour que ce grand pas en avant se fasse, parce que la problématique de l'énergie libre, c'est qu'elle est gratuite, illimitée, non dangereuse, puisque la fusion à froid s'appelle fusion à froid, tout simplement parce qu'au niveau atomique, il n'y a pas de chaleur qui est dégagée dans le processus.
En clair, vous pouvez passer votre main à travers la foudre, cette foudre-là, sans être tué, ni même foudroyé. Donc, c'est quand même un point important et une énigme à résoudre quant à la nature même de cette énergie. On sait déjà une chose, c'est qu'elle n'est pas fossile, donc ce n'est pas dû à la combustion de quelque chose, comme le charbon, comme le pétrole, voilà, c'est quelque chose de différent. Effectivement, Nikola Tesla avait approché la chose, et je pense même qu'il l'avait touché du bout du doigt, au moment où on l'en a empêché, en faisant notamment obstacle à tous ses travaux, puis en détruisant sa tour d'essai, la plus grande, celle qui était en fait destinée à des expériences qui étaient censées démontrer la réalité de l'énergie libre. Voilà, cette expédition franco-britannique m'a pas mal passionné, je pense que pour vous aussi. Alors évidemment, je suis obligé d'y émettre des réserves d'usage, vous me connaissez, je ne peux affirmer que ce que j'ai vu de mes propres yeux, et là j'ai bien vu un certain nombre de choses, des images, des photos, des croquis, des rapports textuels que j'ai pu détailler, dépouiller à ma guise. Mais si effectivement j'ai un a priori positif, tant que je ne vois pas de mes yeux vus, c'est un peu le côté Saint Thomas chez moi, je garderai quelques réserves là-dessus. Maintenant, on verra quel avenir auront ces artefacts et cette expédition, en espérant qu'elle ne sera pas trop compliquée pour l'équipe franco-britannique, moi étant bien entendu dégagé de toute responsabilité, puisque je ne participais pas physiquement à cette expédition et que mon rôle se bornait à coordonner les gens pour que le travail se fasse correctement et donc éviter des risques, c'était surtout sur éviter les risques de blessures, voire pire, et à essayer de comprendre avec eux ce qu'ils voyaient, ce qu'ils rencontraient, ce qu'ils essayaient d'appréhender. Alors, je pense que dans l'avenir, cette information va remonter jusqu'à Semir et même jusqu'au gouvernement bosniaque, et il me paraîtrait normal ensuite que l'ensemble des artefacts qui ont été prélevés soient restitués au pays. Ça me paraîtrait le plus logique. Je peux comprendre qu'on s'en empare le temps de les protéger de gens, de prédateurs, on va dire, divers et variés, mais il me paraît éthique de ramener ensuite ces artefacts avec les conclusions, bien entendu, au gouvernement bosnien pour que celui-ci puisse non seulement en profiter, mais je l'espère en faire profiter toute la planète. Voilà. Ceci dit, j'ai quelques livres à vous conseiller. Donc, parmi les livres récemment sortis, que j'ai récemment sortis sur la Bosnie et tout ce qui s'y trouve, il y a un livre qui s'appelle Pyramides en Europe et autres vestiges antédiluviens, qui est sorti et qui est actuellement disponible sur Amazon, dont vous allez voir la couverture ici. Puis vous avez bien sûr le rapport et la contre-expertise qui ont été faits en 2014 et 2017 sous la forme de Vallée de Visoko, Bosnie, à la recherche de la vérité, dont vous allez voir le livre ici. Et pour ceux qui s'intéressent à Hyperborée, vous allez pouvoir vous procurer le livre Civilisation antédiluvienne, tome 5, Hyperborée, où vous aurez l'intégralité de mes recherches faites sur Hyperborée et la recherche d'Hyperborée. Dans cette émission que nous avons faite, je n'ai fait que survoler le sujet, mais le livre est extrêmement intéressant et vous pouvez le trouver soit en version papier, si ça vous intéresse, soit en version e-book. Voilà, nettement moins cher. Donc, à vous de voir, mais si vous voulez vraiment aller jusqu'au fond des choses là-dessus, je vous invite évidemment à acheter un ou plusieurs des livres que je viens de vous conseiller. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, le plus possible, de faire connaître cette chaîne. Vous aurez d'autres émissions comme celle-ci
dans l'avenir est tout aussi passionnante. Et j'espère que cela aura fait avancer votre compréhension sur l'histoire de l'humanité, les origines de l'homme, où il reste effectivement un nombre de questions extrêmement important. Voilà, tout est dit, je pense, et une prochaine émission de Meeting Point. À bientôt.